donne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Elle est celle qui annonce les tempêtes, les premières neiges, les premières chaleurs, mais aussi celle qui nous met un rayon de soleil dans le cœur. Mon invitée est aujourd'hui Tatiana Silva, présentatrice de la météo sur TF1 et LCI depuis plus de 4 ans, animatrice du magazine d'actualité 90 minutes enquête, ambassadrice de l'UNICEF. À 35 ans, elle peut se vanter d'une belle carrière. Celle qui a obtenu la couronne de Miss Belgique en 2005, aurait-elle pu imaginer un jour en arriver là ? Tatiana Silva, bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve dans la tour de TF1. Oui, exactement. Alors, je vais pas rentrer dans les métaphores météorologiques. On pourrait. Mais vous faites quand même la pluie et le beau temps. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un grand soleil. Il fait beau. Alors, je ne suis que le messager. D'ailleurs, tous mes collègues, nous ne sommes que les messagers. Aujourd'hui, il fait beau. C'est un jour de détente pour moi. Donc, c'est agréable, en fait, pour moi d'être ici. Alors, vous êtes un visage familier pour tous les téléspectateurs. Mais on a envie de savoir comment tout a commencé pour vous. Racontez-nous le début. Vous n'étiez pas forcément destiné à la télé. Non, je pense pas. J'en rêvais pas spécialement. En tout cas, j'ai pas eu conscience pendant de longues années que c'était quelque chose qui m'animait. Le point de départ, quand même, il faut le dire, c'est l'élection de Miss Belgique en 2004, fin 2004 pour l'année 2005, où c'est vrai que ça me propulse dans les médias. Je deviens ce qu'on appelle une personnalité publique. Mais tout de même, mes vrais pas en télé commencent seulement 4 ans plus tard. C'est-à-dire, je travaille pour un magasin de vêtements, et je suis un peu à la réception, à l'endroit où on accueille les clients. Et il y a la présentatrice de la météo qui s'appelle Marie-Pierre Moulineau pour la RTBF, donc la radio télé publique francophone belge, qui me repère et qui me dit « Écoute, on a besoin d'un joker, on cherche quelqu'un pour faire les remplacements météo, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Et tout démarre de là, en fait, comme un peu un conte de fées, quoi. Et donc, elle m'a proposé de participer au casting. Et puis, j'ai été prise, contre toute attente, parce que mon casting ne devait pas être très bon. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous vous souvenez de ce premier casting ? Oui, bien sûr. J'étais hyper stressée, parce qu'il faut savoir que la caméra, ça stresse toujours. De toute façon, même si on est très à l'aise, voilà, on a peur de pas parler bien, on ne sait pas trop comment bouger. Mais là, on a encore des éléments en plus, c'est tout le vocabulaire technique de la météo, la compréhension de la météo, que je n'avais pas à l'époque, et puis cette espèce de fond vert avec lequel on travaille et devant lequel on est et on ne se voit pas. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments pour ce casting qui étaient compliqués pour moi, mais bon, je me suis pas démontée, je l'ai fait. J'étais très stressée. Et l'attente de la réponse a été très longue. Alors, longtemps, votre vie a été partagée entre la Belgique et la France. Comment vous êtes arrivée en France, finalement ? C'est pas très loin. Non, c'est vrai que c'est une question auquel j'ai pas vraiment de réponse. Je sais que Bibiane Godefroy, à l'époque, travaillait comme directrice des programmes chez M6. Et avait déjà eu plusieurs personnes qui étaient venues, donc Sandrine Corman, qui est une présentatrice belge, qui avait commencé aussi à travailler en France, et on m'a repérée à la météo. Je faisais la météo pour TV5 Monde et la RTBF, et on m'a repérée et on m'a demandé de pouvoir intégrer l'équipe sur M6. Ouais, parce que le début, c'était M6. Exactement. Donc pas beaucoup de gens se souviennent, mais j'étais là, et ça m'a d'ailleurs assez servi, parce que c'est ce qui m'a permis de m'initier à la géographie française, qui est quand même très différente de la géographie belge. Effectivement. Alors donc ça fait maintenant 4 ans que vous avez rejoint... Oui, ça va faire bientôt 5 au mois de mars. La maison TF1. Oui, ça passe vite. Si on dresse le bilan à cette heure, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous lors de votre carrière ? De quoi ? De toute ma carrière ou de ici chez TF1 ? De votre carrière en tant que femme de télé. Alors... Femme de télé, je sais pas, mais en tout cas, spécifiquement dans ma fonction à la météo, c'est particulier la météo. Je veux dire, soit on a un parcours où on est prévisionniste, donc on a étudié et on s'est spécialisé dans le domaine de la météorologie, et on est doué et bon communicant, et on atterrit à la télé, c'est le cas de Louis Baudin par exemple. Soit on passe par une porte un peu différente, et donc du coup, il y a quand même qui est personnel, qui est le sentiment de légitimité. Syndrome de l'imposture, certains l'appellent comme ça aussi, dont je parle d'ailleurs dans mon livre. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Même si on a beau se former, on a beau avoir 5 ans, 7 ans, moi ça fait 12 ans maintenant de métier, on a toujours ce sentiment, moins maintenant, mais il y a eu longtemps ce sentiment de est-ce que je suis à ma place ? Est-ce qu'il n'y aura pas
une personne qui va observer toutes mes météos et se dire mais en fait c'est une imposture. Cette personne n'a rien à faire là-dedans. Et donc il y a ce sentiment qui a longtemps plané parce que c'est un métier compliqué, que voilà, c'est pas un parcours classique, quoi. J'ai pas un parcours classique, j'ai pas fait journalisme comme beaucoup de gens ou sciences politiques, et puis j'arrive aux communications et j'arrive dans le service, je sais pas moi, info, et puis finalement je me forme à la météo. Il y a toujours un sentiment un peu d'illégitimité qui s'est vachement apaisé en arrivant chez TF1. Parce que c'est le plus grand groupe qui existe francophone en Europe et numéro 1 en France, et aussi parce qu'ils investissent beaucoup dans le service météo. Donc c'est un peu, je disais toujours au début, la Rolls-Royce de la météo pour les gens qui aiment ça. Donc on met tous les moyens en place, on prend ça très sérieusement, et donc si on vient vous chercher, alors que la liste est longue de gens qui auraient pu prétendre à avoir mon poste, je me dis c'est que peut-être je fais pas si mal que ça mon métier et que je mérite ma place. Est-ce qu'on vous a fait sentir parfois que vous n'étiez pas à votre place, que vous ne méritiez pas? Est-ce que vous avez eu des interlocuteurs? Forcément, j'imagine. Alors moi, c'est en plus une double casquette. Comme j'ai été Miss Belgique, que j'avais pas spécialement terminé mes études, en tout cas j'ai pas fait d'études supérieures, il y a ce sentiment qui plane et dans le livre je le dis aussi, que mon seul diplôme était ma couronne quelque part. Et on a encore cette idée un peu, je trouve, limitée du profil d'une femme qui est ce qu'on appelle une reine de beauté, qui n'a que ça à faire valoir, alors que il y a d'autres choses. C'est comme si on avait une directrice qui était hyper compétente dans ses prérogatives et ne pouvait pas aimer faire du pain ou n'était pas maternelle. Enfin, c'est des choses assez archaïques, je trouve, comme image. Mais les cases... C'est réducteur. Et très réducteur en plus. Et ce sont des cases qui rassurent. C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on soit dans des cases. Dès qu'on n'est pas dans des cases, ça perturbe. Vous dites dans votre livre, vous avez cette formulation, les Miss ont souvent été réduites à de belles plantes. Oui. C'est l'impression que vous avez pu avoir, vous, au début, sur les plateaux télé, même lors de votre période de Miss Belgique? Alors moi, j'ai toujours eu un franc-parler. Donc, si j'avais le sentiment ou la sensation que c'était à ça qu'on voulait me réduire... C'était difficile de me réduire à ça. Mais oui, il y a quand même quelque chose de... c'est joli d'avoir une jolie femme à un endroit. Ça va être c'est toujours une belle plus-value. Voilà, alors, ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas lutter contre ce qu'on estime que je suis physiquement, parce que c'est en fait une appréciation plutôt extérieure et très subjective, finalement. Je ne peux pas donc rejeter une partie de moi en disant... C'était compliqué, c'est presque schizophrénique. Je rejette le côté réducteur à mon physique, et en même temps, c'est une partie de moi, je peux pas complètement le rejeter, parce que c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité. Donc, c'était un peu compliqué. Donc oui, il y a ce sentiment d'une jolie plante, et c'est une expression que j'ai souvent utilisée en disant, je ne veux pas être une jolie plante, en fait. Alors, de cette période où vous avez été Miss Belgique 2005, quel souvenir vous gardez? Est-ce que ça a été une période heureuse ou au contraire un peu difficile pour vous? Il y a eu un peu de tout, en fait. À l'époque, l'élection de Miss Belgique n'avait pas proposait ni appartement, ni logement, ni loyer, pas loyer, mais salaire à la Miss. Et donc, c'était pour la première fois, ils étaient confrontés à l'inverse de Miss France. De Miss France. Et nous, on l'avait pas. Et pour la première fois, ils tombaient sur une candidate et une Miss Belgique qui, elle, pour le coup, qui était moi, était déjà autonome financièrement, entre guillemets. Donc, en tout cas, j'avais pas de parents, je devais payer mon loyer. Donc ça a été ce que moi, j'ai appelé concrètement l'année de Cendrillon. C'est-à-dire une magnifique année parce que j'ai voyagé, j'étais invitée à des réceptions, on faisait beaucoup de choses. Mais je disais un peu princesse le soir, et puis arrivé minuit, le carrosse se transformait, et le matin, il fallait payer ses factures, fallait voir comment on fait pour payer son loyer, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment Cendrillon. Donc, à refaire, je le referais, mais ça a été une année particulière pour moi. Et je crois que ça a été une année particulière pour quand on voit toutes les Miss, la plupart étaient chez leurs parents, donc c'était que du bonus. Si elles gagnaient de l'argent, c'était un peu de l'argent de poche. S'il y avait des soucis par rapport aux vêtements, etc., les parents aidaient. Et vous n'aviez pas tout ça? Non, j'avais pas toutes ces ressources. Mais ça a permis ce qu'on appelle une réforme. C'est-à-dire, après moi, quand la présidence a changé mon année, il y a une nouvelle présidente, et donc elle s'est engagée effectivement à donner un salaire minimum, à ce qu'il y ait un lieu de vie, parce que bon, c'est vrai que tout n'habitait pas à Bruxelles, donc on peut être très loin, donc se dire c'est peut-être mieux d'avoir un lieu de vie central, un pied-à-terre comme on a à Paris. Bon, la Belgique est beaucoup moins grande que la France. La France, c'est vrai que mais quand même. Mais se dire, voilà, si par exemple c'est une soirée tardive et qu'on a bu un petit peu, on n'est pas obligé de prendre la route
pour rentrer chez soi à 1h30 de route, plutôt restons à un endroit fixe, etc. Donc, c'est vrai que ça a amené des changements. Donc, mon année a été une année particulière que j'ai adorée. Mais pour être sincère, et j'ai fait des interviews à ce sujet, c'était l'année pour moi un peu Cendrillon. Comme chaque année, à l'approche de l'élection Miss France, il y a des polémiques. Voilà, il y a des mouvements féministes qui peuvent dire que ça donne une mauvaise image des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel ? C'est sûr que je ne serais pas la meilleure ambassadrice peut-être pour aller à l'encontre d'un concours pareil. Moi, je pense qu'avant tout, il faut laisser la femme choisir. Il n'y a personne qui est obligé de participer à ce concours. Alors, il y a des conditions. On peut remettre en cause certaines conditions, condition par condition, détail par détail, règle par règle. Peut-être. Les choses ont évolué. Je veux dire, depuis que ça a été créé, par exemple, chez nous, ça a évolué énormément, même au niveau de l'âge, par exemple, au niveau des obligations. Oui, chaque année, le règlement peut s'ouvrir, changer un petit peu. Bien sûr, changer, peut être modifié. Ça, c'est possible. Moi, je suis pas dans le comité, donc je ne connais pas les règles. En plus, c'est un peu différent la Belgique, la France. Mais disons que d'abord, en règle générale, je pense que c'est un concours qui existe et on doit avoir le choix. Je veux dire, on a lutté et on lutte encore pour que la femme ait le choix de faire un tas de choses, d'être libre, d'avoir son propre compte en banque aujourd'hui, aujourd'hui depuis quand même un petit temps, mais d'avoir son propre compte en banque, de pouvoir divorcer si elle le souhaite, de pouvoir avorter si elle le souhaite. Il faut que les femmes aient le choix. C'est un choix qu'on demande. Et donc, ce choix comprend aussi qu'il y a des femmes qui auront envie de participer à un concours de beauté aussi. Qui voient ça comme une opportunité, comme vous à l'époque. On peut le voir comme une raison. On peut le voir comme une opportunité de travail. Moi, c'était mon cas, aussi bizarre que ça puisse sembler, c'était vraiment mon cas. Ça peut être, je veux me prouver à moi-même, en fait, que je peux vaincre ma timidité et m'exposer aux yeux de tout le monde, parce que c'est un exercice qui est pas facile de parler en public et de pouvoir essayer de parler de soi. Se dire, c'est un pari fou. Je vais faire un truc fou, ça m'intéresse pas du tout, je suis curieuse. Il y a 1001 raisons de le faire. Et il y a aussi le coup classique, je rêve d'être Miss France. Parce que ça fait rêver les petites filles, c'est comme ça. Alors, on peut ne pas y être attaché, ne pas aimer, même être anti ça, c'est aussi un droit. Mais c'est le droit, il appartient aux deux. C'est-à-dire, et de participer et de dire aussi catégorique. C'est-à-dire voilà, si tu veux être catégorique, n'y participe pas et personne ne va te forcer, c'est ça qui est génial, mais tu ne peux pas forcer non plus à quelqu'un de ne pas y participer. Donc je pense que ça, il faut rester à ouverture. Maintenant dans les détails, parce que voilà, dans les détails, peut-être que certaines règles peuvent paraître un petit peu hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a des règles, je les connais pas moi les règles, mais il peut y avoir des règles hors du temps et c'est pour ça que normalement, un concours et n'importe quoi, même un code de l'entreprise, tout évolue normalement. Donc, on peut faire évoluer le concours et commencer à voir qu'est-ce qu'on peut y intégrer. Mais aujourd'hui, c'est une émission qui est hyper regardée. Donc, ça témoigne que les gens s'y intéressent. Et il y a plein de femmes et de jeunes femmes qui y participent et pour qui c'est une très belle opportunité. Donc après maintenant, à savoir si les codes physiques devraient changer, ça c'est aussi une vraie question. Mais c'est quelque chose de global aussi. Il y a Miss France, puis il y a Miss Univers, Miss Monde. Donc ça doit changer, pas qu'ici, ça doit changer ailleurs aussi. Mais je pense en tout cas qu'il faut laisser le choix aux femmes, surtout. Certaines femmes ont eu un essor extraordinaire après ça, qui a commencé directement ou plus longuement. En tout cas en Belgique, on a toute une série d'anciennes Miss Belgique qui ont fait de la télé et qui y sont encore. D'autres qui n'ont plus fait de la télé et qui ont fait autre chose et qui ont fait aussi une très belle carrière, parce que les médias, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses où on peut réussir, effectivement, et heureusement. Mais laissez le choix. Surtout laisser le choix. Est-ce qu'avec votre expérience, vous pourriez rejoindre un jour l'organisation Miss France ? Ça vous a déjà traversé la tête Non, alors ce que j'adorerais, c'est peut-être un jour de peut-être, qui sait, peut-être co-animer avec Jean-Pierre Foucault. J'adore Jean-Pierre Foucault. C'est toute mon enfance, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment travailler. Je l'ai peu rencontré, je pense une fois seulement. C'est un concours qui est extraordinaire. En fait, ce qui est génial aussi, c'est que le concours de Miss France, forcément, à nouveau plus grand pays, donc plus de moyens. Cette émission, elle est sublimissime, un peu. Ça me fait penser aussi à Danse avec les stars. C'est des émissions qui sont très belles à voir et qui sont à gros budget, donc c'est assez incroyable. Donc peut-être pas dans le comité, peut-être là, mais pourquoi pas membre du jury ou travailler au sein de l'émission, ça pourrait être génial. C'est une aventure très particulière, l'élection de Miss, que ce soit France, Belgique ou ailleurs. Et elle marque, je pense, surtout si on a la chance d'arriver jusqu'au bout, elle marque, vraiment. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup marqué et je dois beaucoup à ce concours quand même. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de là. Après, on travaille, on fait des choses plus ou moins positives, mais en tout cas, vous tirez beaucoup plus de bénéfices que Oui, clairement. Mon expérience n'a pas été
mauvaise. Il y a des choses à rectifier parce que c'est comme tout. Quand vous me dites, il faut faire des sortes de réformes et on les fait aussi là-bas, mais ça a été, oui, belle aventure. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez été confronté à des formes de sexisme ? Alors, il y a des formes de sexisme dont je pense qu'on ne prend pas conscience. Parce qu'avec le mouvement MeToo, quand on vous drague, quand on est insistant, quand on peut même vous insulter parce que vous répondez à la négative, comment on dit ça, à la drague, mais pas à l'approche, mais aux avances. Aux avances, exactement. Je cherchais le mot avance. Moi, j'ai déjà été confrontée à ça. Donc, quand j'ai revu un documentaire là sur MeToo, c'est vrai que c'est des choses que j'ai connues, mais qui m'ont... Ça faisait tellement partie de la normale que moi, j'en suis pas sortie traumatisée. Donc, je n'ai pas eu l'impression que c'était un traumatisme. Et j'ai jamais eu des choses qui ont été plus loin que ça, on va dire. J'ai jamais, heureusement, été confrontée à des attouchements ou des choses qui vont, ou des viols, etc. Où là, vraiment, on est encore sur un autre registre. Et donc, c'est vrai que MeToo a révélé des attitudes qui étaient sexistes ou des remarques sur le physique, par exemple. Ça, c'est un truc qu'une amie me disait, mais en fait, j'ai dû remettre un collier à sa place en disant, mais en fait, pourquoi tu me fais toujours des remarques sur mon physique ? Oh, t'as perdu du poids. Oh, t'as pris... Moi, je te fais pas de remarques sur, t'as perdu du poids, t'es plus gros. Ou, elle dit, c'est pourquoi Et c'est vrai que ça ne me tient pas éveillée. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai que pourquoi on se permet de faire ça ? Donc, c'est presque, à nouveau, ce système de déconstruction. J'ai lu quelques livres de certaines féministes, dont Mona Chollet, et donc c'est expliquer comment dire en fait ce n'est pas normal, d'où ça vient, et déconstruire ça. Mais c'est compliqué parce que c'est vachement enraciné. De dire ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal. Mais il faut en avoir conscience. Mais c'est compliqué parce qu'on va dire quand ça n'a pas eu un impact grave ou vraiment lourd. Parce que moi, même immédiat, parce que ça peut avoir un impact plus tard, mais on s'en rend pas forcément compte. Et donc c'est difficile, le sexisme. Oui, évidemment, j'ai dû faire... j'ai eu, par exemple, quand j'étais Miss, j'ai eu un mec qui, en prenant une photo, parce qu'on fait des photos avec plein de gens, a mis sa main vachement plus bas, quoi. C'est-à-dire pas au niveau du haut du dos, mais au niveau plutôt de la naissance des fesses. J'ai dû remettre sa main plus haut et j'étais mal à l'aise parce que sa femme était de l'autre côté, donc on va faire un scandale. Ou des remarques en disant vous êtes vraiment magnifique, j'adorerais dîner avec vous, quoi. Et vous dites la femme est à côté. Je me dis enfin pour votre femme c'est pas très sympa, monsieur. Vous êtes vraiment et donc il faut trouver ce moyen où vous devez quand même presque vous excuser d'être là pour ne pas mettre à l'aise madame parce que le propos de monsieur est complètement déplacé. Donc oui, on jongle avec ça et en fait c'est un peu je pense que les femmes c'est toujours un travail d'équilibriste. Votre adolescence, elle a été marquée par le décès de votre maman. Oui. Ça a été un tournant dans votre vie. Comment est-ce qu'on rebondit après un tel drame ? Je sais pas comment... Enfin, c'est très personnel comment on rebondit, mais pour ma part, j'ai essayé de faire au mieux. Et faire au mieux, ça signifiait qu'il fallait continuer à avancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un choc émotionnel de n'importe quel ordre et à n'importe quel âge, on aimerait vraiment que la Terre s'arrête de tourner. C'est-à-dire qu'on nous donne un temps pour nous. Qu'on nous dise, voilà, ça c'est ton temps, tu as un congé de 3 mois pour te remettre sur pied, prends ton temps. Et on a une convalescence quand on a fait une opération, quand on est malade, quand on accouche, heureusement d'ailleurs. On n'a pas de convalescence quand on a un gros choc émotionnel. Ou alors on est en arrêt maladie quelque part. Et donc la vie a continué à tourner. Je pense que paradoxalement, même si j'aurais voulu avoir du temps, ça m'a permis aussi de pas m'éterniser sur cette douleur, en fait de la sentir et de vivre avec et de faire avec. Et ça donnait des moments assez particuliers, des moments où je pleurais en pleine rue, où j'allais me réfugier dans des églises pour pouvoir évacuer. Ou alors d'annuler des rendez-vous avec des amis et de rester le soir enfermée chez moi à pleurer. Donc on le vit en fait comme on peut. Moi, je devais aller à l'école, donc j'allais à l'école. Donc, c'était déjà un moment où je devais tenir. Et la vie, en fait, l'impermanence de la vie et le fait que la vie continue fait que, de toute façon, c'est comme si vous n'étiez pas capable d'être debout et que la vie vous remettait debout et dit « tu vas marcher », quoi. C'est-à-dire que vous êtes cotonneuse au niveau des jambes dans le coton, comme ça, et vous n'arrivez pas à vous tenir, et ben, elle vous relève, elle dit « il faut y aller », quoi. Et ces obligations de vie fait que on survit. Ça vous a rendu plus forte aussi, j'imagine, d'une certaine manière ? Oui, plus forte, non. En fait, ça m'a rendue surtout dure. Je suis devenue dure, je suis devenue fermée, je me protégeais,
j'avais puis après, plus tard, on appelle ce qu'on appelle résilience, c'est un peu galvaudé, mais on développe cette sorte de résilience, mais surtout, ça m'a rendu dure. Donc, j'étais déjà une adulte, alors que j'étais encore une bonne ado, en fait. Donc, j'avais des attitudes déjà très d'adulte, très responsables, mais qui n'étaient pas moi. Il y a toute une partie de moi qui rêvait à l'insouciance, à ne pas m'occuper de ça, donc c'était pas évident. Mais voilà. Si je ne me trompe pas, vous avez remplacé Catherine Laborde. Oui. Est-ce que vous vous êtes appelée au moment du passage de témoin ? Non, je le regrette. Moi, j'ai échangé un petit peu avec elle quand elle est venue sur LCI pour parler un petit peu de comment sa maladie évoluait. Et on s'est vu là à ce moment, même pas au moment de la passation. J'aurais bien eu envie, mais c'était pas très accessible. Et puis c'était une période qui ne devait pas être. C'est toujours un moment délicat. Parce que je suis venue 3 mois après qu'elle ait quitté le groupe. C'est pas une passation où où elle me formait. Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacaro, c'était pas aussi... Non. Et si ça avait été comme ça aurait été formidable. Mais non, elle était déjà partie depuis 3 mois. Les équipes tournaient déjà à 2 en attendant de l'arrivée de la 3e personne. Donc non, j'ai pas pu avoir cette transition malheureusement. Et j'aurais bien aimé parce que c'est une femme qui est assez inspirante, qui est tout dans la délicatesse et l'intelligence et qui est aussi dans cette énergie que j'aime beaucoup, cette bienveillance. Moi, avec le temps, j'apprécie de plus en plus, en règle générale, homme-femme, la bienveillance. C'est ce qui porte le plus l'humain, en fait. Cette bienveillance qui fait qu'il n'est pas brimé, blâmé, et comme il en manque et en mal de reconnaissance, quand il n'est pas reconnu, c'est tellement difficile. Donc, quand on est bienveillant, ces personnes-là ressentent ça comme une énergie où ils peuvent vraiment soulever des montagnes. En tout cas, moi, je sais que la bienveillance me porte énormément quand je la touche du bout des doigts. C'est un constat, il y a plus de femmes présentatrices météo que d'hommes. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Il y a plus de femmes même à l'info, en règle générale, que d'hommes. Il y a Marie-Sophie, il y a Audrey Crespo-Mara, il y a Anne-Claire Coudreau. Oui, chez nous, dans le groupe. Je ne sais pas, je ne l'explique pas. Je pense qu'il faut faire des choix. Et donc, peut-être qu'ils avaient eu envie, cette fois-ci, de remplacer une femme par une femme. Je ne sais pas. Même historiquement, avant, c'était le rôle de toute chaîne confondue à la télé. Ah oui. La présentation météo, ça reste quand même une affaire de femmes. Parce que nous, on a eu un homme qui était très, très connu chez nous, chez TF1, pendant des années. Donc, c'est lui qui a quand même vachement brillé. Je ne sais pas, peut-être que la femme communique des choses de manière plus douce, avec plus de gentillesse, plus de joie, même si Louis Baudin est une joie sur pattes. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas son cas, mais je ne sais pas. Je sais pas, peut-être qu'ils ont estimé que ça passait mieux, ils ont fait peut-être des études, que c'était plus agréable d'avoir une femme pour communiquer ce genre d'informations. J'ai pas la réponse. Je pense que ça, il faudrait poser plutôt aux directeurs qui font des choix. Par rapport à ça, c'est vrai que en Belgique, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours un trio. Et donc, il y a toujours 2 femmes et un homme, souvent. C'est rare qu'il y ait 2 hommes. Une profession plus féminine. Ouais. Peut-être qu'on est plus doué dans le métier. Alors qu'il y a quand même moins de femmes à la télé, mais à la météo, il y a plus de femmes. Mais chez nous, à l'info, il y a plus de femmes. Donc, en fait, c'est plus que la météo, en fait. Nous, chez TF1, au JT, on a plus de femmes. Donc, c'est une femme le midi, c'est un homme le soir, et c'est 2 femmes le week-end. Donc, non, vraisemblablement, on fait très bien notre métier, et ça plaît. Donc, chez nous, en tout cas, c'est la ligne éditoriale. C'est les femmes qui sont plutôt aux commandes de l'info et de la météo. En tout cas, il y a eu ce concept de la Miss Météo, lancé par Canal+. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ah, ça devait être génial. Je veux dire, c'était des comédiennes, en fait. Les gens me disent toujours, elle faisait la météo. Je dis, elle faisait pas la météo. Elle faisait, en fait, un travail de comédienne avec comme prétexte la météo. Je pense que pour une comédienne, ça devait être assez drôle à faire. C'était pas réducteur pour les femmes ? Pourquoi ? Miss Météo ? Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on m'appelle Miss Météo. Moi, j'étais Miss Belgique, j'étais Miss Météo. En fait, on attache beaucoup d'importance au nom, mais faut un peu... j'avais vu un combat qui était pourquoi on dit mademoiselle et madame, mademoiselle et monsieur. Bon, oui, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas qu'on m'appelle mademoiselle, quoi. Je veux dire. Oui, je sais pas. Il y a des choses. Vous savez, la vie, elle passe vite, et il y a des questions que j'ai envie de me poser, et des questions que j'ai pas envie de me poser. Je trouve que c'est pas très important. On m'a toujours appelée Miss. Bon, en tout cas, il y avait un stéréotype qui était véhiculé à travers ces Miss Météo, souvent perchées sur des talons, plutôt apprêtées, plutôt jolies.
je sais pas, moi j'ai vu une séquence où elle était toute nue, elle courait dans les champs. Donc du coup, c'est ça qui m'a marqué. Il y a celle-là aussi, effectivement. Moi, c'est celle-là. On se souvient Non, moi j'étais admirative c'était des comédiennes, donc j'étais admirative de ce qu'elles pouvaient jouer. Parce qu'en fait, j'aurais pas été. À l'inverse, je sais pas si elles auraient été capables de faire mon travail à l'antenne, mais moi, le leur, j'aurais pas pu le faire, vraiment. Quel est votre point de vue, vous, sur la place des femmes à la télé et l'image qui leur est donnée? Ça dépend quelle chaîne de télé. Enfin, la télé, c'est... La télé, de manière générale. Mais il y a plein de femmes qui font plein d'émissions intéressantes. Il y a des talk shows. Est-ce qu'elles sont suffisamment présentes pour vous? Mais par exemple, chez nous, au divertissement, on s'est un peu plus appauvri. On a moins de femmes au divertissement pour le moment. Donc il y a eu toute une période où on avait plus. Maintenant, il y en a moins. Donc il va falloir retravailler là-dessus. Et je pense que la chaîne en est consciente. Mais à l'inverse, à l'info, c'est les femmes qui dominent. Donc rien n'est blanc ou noir. Quelle est la position de la femme? Je pense qu'il y a plein de femmes qui font des choses intéressantes au niveau du JT, au niveau des émissions de télé, que ça soit sur France Télévisions. Donc je pense qu'il commence à avoir un équilibre. Maintenant, peut-être il y a des femmes qui aiment le foot et qui disent il n'y a pas assez de femmes dans le sport, mais je pense qu'ils sont en train de rééquilibrer aussi, on le voit. Il y a un rééquilibrage. Après, l'idée, c'est que on ne peut pas mettre une femme pour mettre une femme. Il faut trouver une femme qui s'y intéresse, qui est expérimentée, qui a une compétence. Enfin, voilà, il faut trouver aussi les bons éléments. Moi, je suis pas de... Vous n'êtes pas favorable à des quotas? Mais c'est compliqué, les quotas. Je pense que d'un côté, les quotas, ça sert parce que ça oblige et du coup, on peut découvrir. Et en même temps, il y a parfois des choses où on a des éléments, que ce soit des femmes ou des hommes, ou n'importe quoi, où on se retrouve avec des gens qui sont peut-être pas très compétents et ça dessert. Et on se dit, oh meuf, cette personne n'est pas très douée. Et donc, c'est délicat. Alors, est-ce qu'il faut passer par les quotas? Peut-être que c'est la solution. C'est ce qui a été mis en place. Pourquoi pas? Mais les quotas peuvent amener aussi à faire des choix qui sont pas les bons. Je pense qu'en fait, il faudrait juste faire suffisamment de casting, tester, voir et animer. Mais c'est vrai que c'est une pression. Donc, je sais pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que je suis une femme et je fais de la télé et je fais ce que j'aime. Donc je me sens pas directement concernée par ça. On se sent concerné quand on fait partie ou d'une minorité ou de femmes qui n'arrivent pas à atteindre ce qu'elles veulent. Moi, j'ai une grande chance, donc je suis privilégiée. Donc c'est compliqué d'être bien complètement dans la peau de quelqu'un qui vit une discrimination, qui vit du sexisme, qui a peur de dire les choses, donc c'est compliqué de dire quelle est la bonne solution. Peut-être que les quotas, c'est la bonne solution pour avoir une porte d'entrée. Moi, je veux juste qu'une femme soit à sa place, parce qu'elle s'y sent bien déjà, et qu'elle apporte quelque chose. Mmh. On va parler de vos projets. Est-ce que vous avez des projets, tout simplement, avec TF1, de projets de fiction, par exemple? Non. Ou d'animation de divertissement? Aujourd'hui, chez TF1, j'ai la météo, j'ai 90 minutes enquête sur TMC et j'ai les docs du week-end sur TF1. C'est déjà pas mal. Donc, il n'y a pas de projet, en tout cas pour la saison ici, qui s'entame. On n'est jamais à l'abri des surprises parce que tout est en mouvement, évidemment. Et donc, pourquoi pas, je sais pas. Donc, je suis pas encore dans les secrets. Donc, il n'y a pas de nouveau projet pour l'instant, si ce n'est de faire plus d'enregistrements sur le terrain avec 90 minutes enquête. Ça a été acté et ça, c'est ce qu'on va faire en tout cas entre 2021 et 2022. Non, au sein du groupe, pour l'instant, les choses continuent doucement mais sûrement. Donc, on verra comment les choses vont évoluer. Vous aimeriez avoir davantage de... Mais je pense que j'aimerais de plus en plus explorer d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que mon métier, c'est un métier où je suis libre de faire ce que je veux parce que je suis la seule aux commandes. Mais c'est toujours d'une boîte à une boîte, quelque part. Donc j'ai envie de faire des choses où je suis à la rencontre des gens. Les gens me fascinent énormément, donc j'aimerais être plus en contact avec des gens. J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le développement personnel, donc ça c'est plus complexe par rapport aux chaînes télé, parce que c'est pas des thématiques qu'on aborde dans n'importe quel groupe d'ailleurs, c'est plus difficile, mais pourquoi pas le développer même sur d'autres plateformes. Ça peut être sur des plateformes plutôt site internet ou pourquoi pas un podcast. Mais est-ce que vous avez eu parfois le sentiment d'être sous-exploité, comme ont pu le faire remonter certaines autres animatrices du groupe? Moi, je suis quand même déjà beaucoup utilisée. Après, on peut toujours faire plus. On pourrait effectivement encore plus mutualiser, travailler sur d'autres projets. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a une boîte qui a des très très belles marques qui sont déjà animées par des personnes. Donc, ils savent bien aujourd'hui que ça ne sert à rien de rajouter une personne, homme ou femme, sur un projet pour qu'elle soit là, pour être là. Ça va plus la desservir qu'autre chose à cette personne. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des nouveaux produits. Il n'y en a pas non plus tous les jours des nouveaux.
Donc ça dépend. Donc Mais sous-exploité. c'est souvent les nouveaux produits, c'est souvent confié à des animateurs ou des animatrices historiques. C'est vrai aussi. Mais alors, il y a peut-être d'autres animatrices de la chaîne qui pourraient prétendre à faire ce genre de nouveaux projets. Moi, la différence, c'est qu'un nouveau projet qui est régulier, j'ai la météo. Donc, je ne peux pas, en fait, m'engager sur quelque chose de nouveau qui viendrait porter préjudice à mon premier engagement pour lequel j'étais engagée. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, ce serait plutôt des projets de one-shot ou des choses assez courtes. Donc, ça, il faut encore trouver. Donc, ça met beaucoup de conditions, déjà. Donc, c'est pour ça que les émissions comme 90 et Doc, ça va parce que c'est enregistré. On peut trouver des moyens de faire les choses. Sur des nouveaux projets, c'est pas simple. Je veux dire, les nouveaux projets qu'on a reçus, que ce soit une famille en or ou quoi, il faut pouvoir être disponible et pouvoir le faire. Et puis surtout, moi je suis plus à l'info que vraiment au divertissement. Donc voilà, et puis les places sont chères. Il y a peu de places en fait disponibles et donc il y a déjà des gens qui pourraient prétendre à faire ce genre de poste. Donc sous-exploité, pour l'instant, je ne trouve pas. On en reparle dans 2-3 ans. Là, on pourra en reparler si les choses n'évoluent pas pour faire d'autres choses en plus. Mais pour l'instant, je pense que je serais ingrate finalement de dire que je suis sous-exploitée. Et puis j'ai la chance de faire d'autres choses à côté, qui fait qu'à un moment donné, c'est comme ça dans la vie. En fait, si on fait pas suffisamment de choses au sein d'activités ou de programmes au sein de son groupe ou de sa société, qu'importe. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut développer à côté. En attendant, parce que ce qu'on développe à côté peut devenir peut-être même l'objet d'une nouvelle carrière ou d'une reconversion. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, moi, j'avais pas envie de vous quitter sans évoquer ce geste que vous faites systématiquement à l'antenne, qui est de dire « prenez soin de vous ». Qu'est-ce que ça signifie, ce geste ? J'avais envie d'en savoir plus. Oui, c'est un geste qui vous caractérise. Oui, qui me caractérise, que je dis depuis de très longues années, donc depuis plus de 10 ans en fait. Je pense que prenez soin de vous, c'est vraiment, et surtout prenez bien, parce que c'est et surtout en fait, c'est pas prenez soin, c'est et surtout prenez bien soin de vous, c'est que on vit dans un rouleau compresseur aujourd'hui parce que on travaille, on a des obligations de différents types et qu'on oublie de vraiment faire un état des lieux de comment on est et comment on se sent, de faire écho à quelle est notre, pour faire une métaphore, météo interne. Ça semble assez bateau, mais je vois beaucoup de gens autour de moi, des gens proches, moins proches, des connaissances, qui sont passés dans des passages à vide parce qu'ils n'avaient pas sondé comment ils se sentaient, ils n'avaient pas eu cette attention pour eux parce que je dois m'occuper des enfants, de mon mari, je dois travailler parce que j'ai des choses à remettre au travail, etc. Il faut qu'on parte en vacances. Parce que... il n'y a pas beaucoup de « et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et toi, comment tu te sens aujourd'hui ? Et toi, qu'est-ce qui est important ?» C'est une sorte de mini-introspection, si on n'a que du mini-temps à donner, un peu plus grande, mais prendre soin de soi. Ça fait des mois que vous voulez faire des cours de poterie, vous ne le faites pas. Allez-y maintenant, faites-le. Dites « ok, maintenant c'est vacances ». C'est quoi, pas avec les gosses. Moi, j'ai envie d'avoir mon moment. Je veux m'initier un week-end à la poterie. Le temps passe vite. Et plus vite qu'on ne le pense, on s'enlise parfois dans des problèmes de santé, on s'enlise dans d'autres soucis familiaux. Et le temps passe et il y a des choses qu'on ne peut plus faire, quoi. Qu'on n'arrivera plus à faire. Et je trouve ça tellement triste qu'on n'ait pas pensé à soi. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. C'est vraiment, j'invite les gens. Et je me dis que, au bout de le dire de 600 fois, peut-être que c'est la 558e fois que ça a tilté. C'est ça. Tiens, j'en ai besoin. Et voilà. Et moi, j'ai des personnes âgées qui me disent, et pas que, ça nous fait du bien, quoi. Parce que c'est un moment où on a l'impression que c'est pour nous que vous le dites. Et vous n'avez jamais oublié de le dire à l'antenne, surtout. 20h50, j'oublie pas, non. C'est très rare. Ça m'est arrivé peut-être une fois, mais je redemande pas de refaire une météo si c'est enregistré pour ça, parce que il y a d'autres chats à fouetter, mais c'est ma marque de fabrique et j'y tiens, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste dire bonsoir. Oui. Je le dis vraiment en âme et conscience. Profondeur. Et pourquoi je mets les mains, c'est parce que j'appuie sur le fait que je vous renvoie ça. Vraiment, prenez soin de vous, quoi. Donc, les gens pensent que je suis perchée. Bon, ça me fait rire. Et ça me dérange absolument pas parce que on est chacun comme on est. Mais voilà, c'est ma contribution hors vous donner l'averse qui va arriver ou la température agréable, c'est l'extension de moi. Jusqu'au jour où j'aurai quelque chose où je pourrai donner encore plus de moi. Et donc voilà, donc c'est ma contribution au-delà de ce qu'on me demande de faire quand même à minimal. Très bien. Et merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.